tout le monde, du coup, on propose de commencer. L'idée aujourd'hui, c'était de faire un débat sur la question de la hausse des prix, de l'inflation, parce qu'on le voit depuis cette rentrée que tout augmente, sauf les salaires, sauf les aides, que ça soit la difficulté de se loger, les loyers qui augmentent, les courses qui sont de plus en plus chères, ça devient... et on le voit, c'est la réalité que connaissent les jeunes et le monde du travail, c'est de plus en plus insupportable de faire face à cette inflation. Et donc justement, face à cette inflation galopante, il n'y a qu'une solution, c'est de pouvoir s'organiser. Et donc le but aujourd'hui de la formation, c'est justement de discuter un peu à la fois de d'où vient l'inflation, quelle réalité ça peut avoir aujourd'hui concrètement dans le monde du travail, et plus largement, et bien évidemment quelles sont les perspectives et les solutions qui sont face à nous. Donc on va commencer tout de suite avec Hortense du NPA Jeunes pour 15 minutes. Oui, merci. En ce moment, à Montpellier, il y a une grève des agents de nettoyage du CHU de Montpellier, du coup, qui sont en grève illimitée pour demander des augmentations de salaire. En fait, le CHU, il sous-traite l'entretien à la société Honnête, qui paie ses salariés au salaire minimum. Et on comprend facilement leur colère, puisqu'avec la hausse des prix et l'inflation, comment s'en sortir avec seulement le SMIC ? Des grèves sur les salaires se succèdent depuis bientôt 2 ans dans tous les secteurs. C'est des réactions souvent spontanées à l'inflation et isolées, bien plus qu'un grand mouvement initié en fait, puisque les directions syndicales qui appellent à une journée de mobilisation et même pas forcément de grève le 13 octobre, elles ne font rien pour coordonner ni amplifier ces luttes. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est le même constat, avec quelques nuances, puisque le 15 septembre, la grève la plus importante de ces 40 dernières années a commencé dans l'industrie automobile. Elle rassemble des travailleurs de Ford, General Motors et Stellantis, donc les Big Three, c'est-à-dire les 3 plus grosses entreprises automobiles présentes sur le territoire. Et les salariés ils demandent une hausse générale des salaires de 46% sur 4 ans. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait face à l'inflation, au paie très faible des employés précaires et au profit record des trusts de l'automobile, c'est même plutôt raisonnable. Puisque Stellantis, Ford et General Motors, ils ont fait 21 milliards de dollars de bénéfices rien qu'au cours des 6 premiers mois de cette année. Ces revendications d'augmentation de salaire, elles sont légitimes tout simplement parce que les travailleuses et les travailleurs ne s'en sortent plus avec l'inflation, mais aussi parce que c'est leur dû. En fait, ce sont eux qui font tourner la société. Ici, en l'occurrence, ce sont eux qui fabriquent les voitures et ce sont eux qui créent toute la valeur. C'est donc à eux de récupérer le fruit de leur travail. D'ailleurs, augmenter les salaires, c'est légitime, c'est vital, mais c'est même pas comme ça que le monde du travail récupérera toute la richesse qu'il génère et qui lui est extorquée par le patronat. C'est en enlevant aux capitalistes la propriété des moyens de production que le prolétariat pourra non pas partager les richesses, puis partager avec les patrons, mais les récupérer intégralement et en faire profiter l'ensemble de la société. Alors on va commencer par ça, même si c'est pas tout à fait comme ça que s'annonce la journée de l'intersyndicale du 13 octobre. Le capitalisme il repose sur l'exploitation d'une classe sur une autre. Pour faire simple, certains produisent et travaillent, tandis que d'autres profitent de ce même travail. Le système de production actuel il repose sur la propriété privée des moyens de production, donc les outils, les usines, les machines, tandis que le prolétaire, lui, ne possède que sa force de travail, c'est-à-dire sa capacité à produire. Pour survivre, il est donc obligé de vendre sa force de travail aux capitalistes, c'est-à-dire le droit de se faire utiliser par un patron pour une durée ou pour une tâche déterminée à un certain prix. Et ce prix, c'est ce qu'on appelle le salaire, qui n'a rien à voir avec le résultat de la journée de travail, puisque la rémunération, elle ne correspond pas au travail réalisé, mais bien à la location de la force de travail du salarié. Cette force de travail achetée par le patron produit de la valeur, donc sous la forme de marchandises, dont ensuite le patron fait ce qu'il veut. Une fois payé au prix variable de la journée ou du mois de travail, le salarié il n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a fabriqué. Ce que les marchandises soient des biens ou des services, c'est pareil. Le salaire versé il ne correspond pas à la valeur produite par le salarié, mais bien au prix de l'allocation de sa force de travail. Ce salaire, c'est la seule chose qui lui permet de subvenir à ses besoins, donc faire les courses, se loger, s'habiller, etc. En gros, il permet grosso modo de reproduire la force de travail à l'avenir. Donc de pouvoir revenir au boulot le lendemain, continuer l'année suivante et préparer et former la génération de futurs salariés, donc les enfants. Selon des standards de vie très variables d'un pays à l'autre. D'ailleurs, le salaire minimum, qui est censé correspondre au tarif de base pour reproduire la force de travail, il varie énormément. C'est par exemple 600 € brut mensuels en Roumanie contre 1700 € brut en France, alors que pourtant le travail d'un ouvrier de l'automobile à Bucarest, il ne produit pas 3 fois moins de valeur que les mêmes activités en France. Ce salaire, il n'est donc pas indexé sur la richesse produite par le travail, mais bien sur la location de cette force de travail. Mais même s'il est décent, le salariat, il reste quand même un rapport d'exploitation.
parce que le capitaliste il se nourrit sur le dos du salarié. Et comment? C'est justement par la différence entre le coût de la force du travail et la valeur des marchandises produites. Cette différence entre ce que coûte le prolétaire et ce qu'il rapporte au patron, c'est la plus-value. Si le capitaliste y versait au salarié l'équivalent de la richesse que celui-ci a générée, alors pas de profit possible. Le modèle capitaliste il repose donc sur un genre de vol tout à fait légal et contractuel. C'est la force du travail du salarié qui est achetée à un prix, mais qui rapporte beaucoup plus. C'est pour ça qu'il y a exploitation. C'est en fait le cœur de la mécanique capitaliste. C'est pas seulement une dérive ou un abus. Cette opposition d'intérêt entre les salariés et le patronat, elle fonde la lutte des classes. C'est une minorité qui bénéficie du travail de tous les autres. Cette lutte de classe ne se réduit pas au montant du salaire, même si c'est la forme la plus directe que prend l'exploitation. En effet, augmenter les salaires, c'est seulement négocier le prix de l'exploitation capitaliste en fait. C'est pas la supprimer. Cela dit, la lutte pour les salaires, c'est la lutte pour la survie, et aujourd'hui encore plus même qu'avant au vu de l'inflation. Car en apparence, les salaires ne diminuent pas, mais c'est en apparence seulement en fait. S'il y a parfois des attaques très frontales contre les salaires nominaux, donc la fiche de paye, comme c'est le cas par exemple avec la disparition de certaines primes, comme pour les chauffeurs de bus qui sont actuellement en grève à Keolis à Montesson, en réalité c'est surtout les salaires réels qui sont en train de baisser, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, donc qui tient compte de la hausse des prix. Quand tout augmente, sauf les salaires, le niveau de prix il baisse, car le coût de la reproduction de la force de travail augmente, donc le logement, l'alimentation, l'énergie, le carburant, et subvenir à ces besoins, ça coûte de plus en plus cher. Donc c'est tout à fait normal de réclamer une augmentation de la location patronale de la force de travail, et donc c'est-à-dire une augmentation de salaire. On trouve des économistes et des ministres patronaux, bon, Macron le premier, qui expliquent que la hausse des salaires, ça accroîtrait l'inflation dans une espèce de spirale infernale prix-salaire. La hausse des prix provoque la hausse des salaires, mais ensuite cette hausse des salaires, elle provoque en retour la hausse des prix, etc. Mais c'est totalement faux, et on le voit bien aujourd'hui, puisque les salaires actuellement, ils stagnent, voire ils reculent, et pourtant l'inflation, elle se poursuit, parce qu'en fait, elle est mise au service des profits. Puisque l'inflation qu'on voit aujourd'hui, c'est une forme directe de la guerre des classes menée par le patronat. Le gouvernement et tous les médias bourgeois, ils nous ont bien sorti plusieurs explications du chapeau. Donc d'abord c'était le Covid, la reprise économique, puis la guerre en Ukraine. Ah mais non, en fait c'est le gaz russe, voilà. Mais en fait ces motifs, ils sont plus ou moins réels, mais c'est surtout des justifications en fait. Des justifications pour qu'on se serre la ceinture jusqu'à ce que ça passe. Et puis peut-être un jour, les prix se remettraient à baisser. Mais en fait, si les causes de l'inflation elles sont diverses, jamais le gouvernement il ne s'en prend au patronat, qui a pourtant une bonne part de responsabilité, notamment dans la période récente. Bon là ça commence à se voir un peu, hein. Je parle même pas du président qui se fait un dîner royal à Versailles avec ses potes, hein. Je parle vraiment de ceux qui se font une véritable fortune avec l'inflation, c'est-à-dire les grandes entreprises. C'est tellement évident que même le Fonds monétaire international est obligé d'en parler. Des industries, elles sont en train de profiter du contexte inflationniste pour pratiquer des hausses délirantes de prix, et leur cupidité serait à l'origine de 45% de l'inflation dans la zone euro. Alors oui, effectivement, le Covid et la guerre en Ukraine ont créé des difficultés d'approvisionnement et une hausse des prix des matières premières, mais depuis, c'est surtout les marges qui ont explosé. Car si les coûts sont redescendus, les prix, eux, ils continuent à grimper. Et c'est cela qui a permis au patronat d'engranger des capitaux colossaux. Les bénéfices records du CAC 40 en 2022 de 152 milliards ont choqué. D'autant plus que des gros dividendes sont versés aux actionnaires, donc les propriétaires des entreprises, alors que tous les salariés étaient acculés par l'inflation. Sur ces bénéfices, il y a pas moins de 67 milliards qui ont été versés en 2022 aux actionnaires, et les grands groupes ont déjà annoncé que l'année 2023 sera encore meilleure. C'est d'autant plus révoltant que des groupes comme Total Energy ou Stellantis, Sanofi ou Bouygues y bénéficient des largesses des gouvernements avec l'argent public. Selon Bruno Le Maire et Macron, il n'y aurait pas d'argent pour recruter des soignants, pas d'argent pour des profs, mais chaque année, des sommes folles sont budgétées pour aider les entreprises. Donc, par exemple, en juillet, il y a une note de la Cour des comptes qui a évalué à 92,4 milliards d'euros le coût des aides d'État aux entreprises pour faire face aux crises de 2020 et de 2022. La Cour des comptes, qui est pourtant pas spécialement l'organisme le plus communiste qui soit, estime à 260,4 milliards d'euros le soutien financier total de l'État aux entreprises. Et c'est surtout les plus grosses entreprises qui encaissent l'essentiel. Et tout ça, pendant que des jeunes et des moins jeunes sont obligés de sauter des repas parce que les prix alimentaires explosent, bien plus que la moyenne de l'inflation, qui est donc sous-évaluée puisqu'elle est la plus forte pour les plus pauvres, qui consomment essentiellement des produits alimentaires et du carburant. Et tout ça, alors que le prix des matières premières est en train de diminuer. Mais pourquoi ? D'abord parce que les grands groupes industriels de l'agroalimentaire, comme Danone, Nestlé, Coca-Cola ou Pepsi, ont profité de leur position dominante pour imposer des hausses de prix malgré la baisse de leurs ventes.
Alors que en général c'était 45%, dans l'alimentaire, les marges des grandes entreprises, elles correspondraient à 70% de l'inflation. Et quand ce ne sont pas les grands industriels de l'agroalimentaire, c'est la grande distribution qui se gave. Casino, Intermarché, Leclerc, Carrefour, Auchan. Selon une étude, par exemple, si la grande distribution avait réellement bloqué ses marges, l'inflation sur les pâtes, elle aurait été de 16% au lieu des 26% qui sont constatés. Avec l'inflation, le salaire réel, il n'a jamais autant baissé depuis 1950. La plupart des revenus des travailleurs dans la richesse totale produite n'a fait que diminuer depuis les années 80. Sous prétexte qu'il y avait peu d'inflation, les salaires étaient en train de rester au ras des pâquerettes, avec par exemple la rémunération des fonctionnaires qui a quasiment été gelée pendant 10 ans après 2011. Et là, maintenant, à l'été 2022, elle a été revalorisée de 3,5%, cet été d'1,5%, alors que pour rappel, l'inflation officielle, c'est autour de 5% en ce moment, et c'est 5% par rapport à l'année dernière. Face à cette situation insoutenable, le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement se détourne de la question. Il estime, comme l'a indiqué Olivia Grégoire, alors porte-parole du gouvernement, qu'il n'y avait pas de bouton pour augmenter les salaires. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui, se contente de formules incantatoires, encourageant les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires. Ils annoncent, par exemple, qu'on va compenser l'inflation en rehaussant le taux d'imposition. Mais déjà, bon, c'est la moindre des choses, hein, mais ceux qui subissent le plus l'inflation, c'est typiquement les parties de la population qui ne sont pas imposables. Donc c'est encore une énième mesurette qui va changer absolument rien. Et non seulement le gouvernement, il ne fait pas grand-chose, mais surtout qu'il arrose les grandes entreprises. Parce que Vinci, par exemple, il se félicite que ces grands contrats de concession autoritaire, donc des contrats qui sont signés avec l'État, ils aient inclus dès la signature des mécanismes de relèvement des tarifs en cas d'inflation. Ça lui a permis de relever ses prix de 5,7% en février en France. Donc on est en train de nous expliquer qu'il est impossible d'indexer les salaires sur l'inflation, mais on se permet en même temps aux entreprises de réévaluer leurs prix en fonction de la même inflation. Or, nous l'avons vu, le salaire, c'est lui-même un prix, c'est le prix de notre force de travail. Donc si le gouvernement il ne fait rien contre l'inflation, c'est parce qu'il n'est pas là en fait pour contraindre les capitalistes, mais bien pour les aider. Et l'État, il gère toute la société dans cette optique en fait. C'est seulement les travailleurs et les travailleuses en lutte qui peuvent imposer au patronat cette augmentation générale des salaires qui devient plus que nécessaire. Je vais finir en citant du Marx, évidemment, dans Salaire Prix Profit, dont on recommande bien sûr la lecture, qui explique qu'entre un taux de profit maximum et un taux de profit minimum, il y a la place pour une échelle immense de variations possibles. Son degré n'est déterminé que par la lutte incessante entre le capital et le travail. Le capitaliste essaye continuellement d'abaisser les salaires à leur minimum physiologique et de prolonger la journée de travail à son maximum physiologique, tandis que l'ouvrier exerce constamment une pression dans le sens opposé. La chose se réduit à la question du rapport de force des combattants. Aujourd'hui, c'est par l'inflation que le patronat abaisse les salaires. À nous de faire pression dans l'autre sens. Et pour parler du rapport des forces des combattants, je passe la parole à Brenda, qui est cheminote en région parisienne. Merci. Pour continuer dans le même sens que ta présentation, quand on parle d'inflation, on pense souvent, plus souvent au salaire, à l'indexation des salaires sur les prix, etc. Mais en fait, l'inflation, c'est d'autant plus le niveau qu'elle a atteint cette année. C'est d'abord un moyen, en fait, nous on le voit comme ça, c'est d'abord un moyen pour faire baisser les salaires. Concrètement, un moyen pour faire pression sur notre niveau de vie. Et en particulier, cette inflation, elle va toucher d'abord et plus fortement les plus précaires d'entre nous, donc les sans-emploi, les retraités, les jeunes, mais il y a aussi tous les salariés, tous les travailleurs et travailleuses qui sont au SMIC, qui représentent une bonne partie de la population active. Ça représente 14% des salariés du privé, mais autant on imagine dans le public. Et encore, ils sont d'autant plus nombreux en fait, à avoir des salaires qui sont un tout petit peu au-dessus du SMIC, c'est-à-dire à quelques dizaines ou quelques euros supplémentaires ou quelques dizaines d'euros supplémentaires. Donc toute cette masse de la population active, enfin des travailleurs aujourd'hui, qui se retrouvent plus fortement impactés par cette inflation. Et d'ailleurs, les salariés qui sont un tout petit peu au-dessus du SMIC se font de plus en plus rattraper par le SMIC, puisque avec l'indexation du SMIC sur les prix, du coup, il y a de plus en plus chaque année de salariés qui tombent dans le SMIC.
Pour le reste, en fait, moi, autour de moi, en fait, je m'aperçois que c'est plus principalement bien sûr, ça ne va pas toucher les cadres et les ouvriers de la même manière, mais autour de moi, les collègues qui parlent plus facilement de leurs difficultés en ce moment sur leur niveau de vie, enfin sur les difficultés de vie, c'est beaucoup les jeunes embauchés et les collègues qui ont des enfants. Voilà. Mais plus largement, en fait, tous unanimement parlent particulièrement en ce moment de renonciation, de devoir renoncer à des dépenses liées à la situation actuelle. Et réellement, en fait, quand on voit comme ça, c'est une dégradation généralisée du niveau de vie de tout le monde, quoi, en gros. En 2012, à la SNCF, en fait, en 2022, pardon, fin 2022, donc fin d'année dernière, à la SNCF, il y a eu une grève victorieuse qui était très particulière, parce que bon, c'était, voilà, je vais vous l'expliquer, mais qui a permis, en fait, d'obtenir au niveau de l'ensemble de la SNCF une augmentation générale des salaires de l'ordre de 3%. Qui a été exceptionnel parce que ça faisait en gros une dizaine d'années qu'on n'avait pas eu d'augmentation de salaire générale des salaires. Et cette grève, elle était particulière parce que en fait, c'était une grève à l'initiative des contrôleurs de la SNCF, des contrôleurs grandes lignes, donc c'est une partie seulement de cette catégorie de travailleurs. Elle était à l'initiative d'un collectif dont les syndicats étaient complètement exclus. Cette grève, elle a été pendant la fin d'année d'abord une menace d'impacter les premiers week-ends de départ en vacances de Noël. Et finalement, elle s'est concrétisée puisque le premier week-end de grand départ de Noël a été fortement impacté par cette grève. Et donc ils ont mis leur menace à exécution et ça a permis ensuite de débloquer la situation et de faire céder l'entreprise, la direction de la SNCF sur des augmentations de salaire. Aujourd'hui, à la SNCF, en fait, ça parle beaucoup de primes, ça parle beaucoup d'aller chercher bagarrer sur des primes et pas forcément sur des augmentations de salaire parce que ça semble pas forcément atteignable. Ça parle des NAO qui vont arriver bientôt en novembre pour l'année 2024. Ça commence aussi à parler des Jeux Olympiques et de la menace, la possibilité de la menace de faire grève au moment des JO. Et après, ça parle aussi de l'après 13 octobre, parce que le 13 octobre, c'est une journée isolée, que c'est un vendredi, que voilà. Mais bon, voilà, il y a des possibilités à la SNCF, en tout cas, il y a des perspectives, mais encore faut-il qu'il y ait une confiance qui soit acquise dans la lutte. Et ça, c'est pas évident, mais ça répond pas, en gros, enfin, voilà, il y a des possibilités, mais ça répond pas forcément au problème global. Le problème global, celui de l'inflation, qui profite d'abord au patronat, qui profite d'abord aux actionnaires et donc pas à nous, les salariés. Celui des profits records qui sont faits, que tu as cité, que dégagent les grands groupes du CAC 40, qui sont versés aux dividendes. Et, par exemple, à la SNCF, l'année dernière, il y a eu des bénéfices records de 3 milliards d'euros qui n'avaient jamais été atteints de toute l'histoire de la SNCF. Et cette année, en fait, avec les records de vente de billets TGV, on pressent qu'ils vont annoncer des bénéfices encore plus élevés. Donc voilà, c'est une situation économique particulière avec ce problème, ces possibilités-là qui sont au niveau de la SNCF, ça ne règle pas le problème de tous les précaires, des jeunes, des sans-emploi, de tous ceux qui aujourd'hui tombent dans la pauvreté. Et ça résout pas le problème des directions syndicales qui aujourd'hui sont plus préoccupées à avoir une voix au chapitre dans le cadre du dialogue social
face à un gouvernement qui, aujourd'hui, en tout cas, fait mine d'ignorer le problème et qui estime par pure provocation que, par exemple, le SMIC serait surindexé. Et du coup, ce dont on a besoin, c'est en fait d'un tous ensemble pour obtenir une augmentation générale des salaires de l'ordre de minimum de 500 €, des salaires, des indemnités de chômage, des pensions, et tout ça. Et pour tout ça, voilà, c'est une lutte d'ensemble, une lutte générale du monde du travail à construire après le 13 octobre, parce que le 13 octobre, pour nous, c'est un point d'appui, quoi. Une étape pour la construction d'une généralisation de la grève, et pour ça, il n'y a que le monde du travail, les salariés du public, du privé, qui pourront, par la grève, renverser la vapeur. Merci à toi, Brenda. C'est William, militant NPA Jeunes au comité de la fac de Nanterre. Non, comme l'ont montré les camarades juste avant, l'inflation, la hausse du coût de la vie plonge des larges pans de notre camp social, de notre classe, dans des privations toujours plus importantes et pour une partie dans le dénuement le plus total. C'est évidemment aussi le cas pour la jeunesse. Alors qu'il semble y avoir une certaine inflation en ce moment sur le coût du repas au château de Versailles, notamment sur le homard bleu, sans que ça mette forcément trop en difficulté les convives de Macron. C'est 36% des étudiants qui déclarent se priver régulièrement d'un repas et c'est 58% dans ce cas parmi les jeunes inscrits aux distributions alimentaires selon l'IFOP. Plus particulièrement parmi les bénéficiaires de l'association Copain qui organise des distributions alimentaires, c'est 33% de ces personnes qui déclarent disposer de moins de 50 € pour finir le mois une fois payé le loyer et les charges. C'est 61% qui ont renoncé à chauffer l'hiver passé. C'est plus de 70% des étudiants qui viennent à ces distributions, d'ailleurs, qui ne sont pas boursières. Et voilà, plus largement, sur un peu plus d'1 an, les loyers ont augmenté de 9%. De la même manière, les prix des biens de première nécessité n'arrêtent pas de monter. L'alimentaire, l'essence, l'énergie, c'est des augmentations de 20 à 30% en 1 an. À côté, pour les étudiants, les bourses ont ridiculeusement augmenté, à un taux qui ne rattrape même pas l'inflation. Tandis que la contribution à la vie étudiante, la CEVEC, taxes imposées aux étudiants a encore augmenté, les charges de logement en Crous ont encore augmenté, et les menaces d'ailleurs d'une augmentation des frais d'inscription à l'université se font toujours plus pressantes de la part du gouvernement. D'autre part, d'ailleurs, il faut souligner qu'aujourd'hui les nouveaux étudiants refusés dans le public sont toujours plus nombreux à devoir soit arrêter leurs études ou à devoir avoir recours au secteur privé. Il y a 20 ans, c'était 1 étudiant sur 10 qui était inscrit dans l'enseignement privé, en France, dans l'enseignement supérieur privé. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4 et même 1 sur 3 à Paris. Voilà, obligé de payer des 5 000, 6 000 balles pour une L1 Sciences Po ou une L1 Psycho. Bref, tout ce panorama est tout simplement révoltant, évidemment. Maintenant, dans les discussions qu'on peut avoir avec les gens autour de nous, il y a un peu ce sentiment, comme c'est le cas pour beaucoup de choses qui touchent aux questions économiques, etc., que ça ne dépend pas de nous, en fait, qu'on n'a aucune prise dessus. Quand une réforme passe, quand le patron réorganise le service, on a moyen de le défaire par la mobilisation. Voilà, 2019, 2023, des millions de personnes qui se mettent en mouvement sur la question de la réforme des retraites. Dans les facs en 2018, Parcoursup, les frais d'inscription pour les étudiants étrangers, des très grosses mobilisations. Sur la question des frais d'inscription, pour la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, une lutte qui gagne. Mais alors pour les phénomènes économiques, c'est un peu comme la météo, quoi. C'est un peu la même chose de dire demain matin il pleut et les prix du lait, du fromage, des œufs ont augmenté de quasiment 20% en 1 an, quoi. On n'y peut rien, c'est comme ça, quoi. Il nous semble, nous, qu'en fait, on peut lutter contre cet appauvrissement. En fait, c'est faux, c'est pas comme la météo. Hortense l'a bien démontré, l'inflation, c'est une caractéristique de ce système capitaliste et c'est une arme pour les patrons pour restaurer leurs profits et en fait continuer leur guerre de classe. Par ailleurs, cette discussion, je pense, elle est importante parce que c'est important, voilà, de comprendre les phénomènes, les structures économiques, le système capitaliste et les aborder pas que comme quelque chose d'absolument fixe qui s'imposerait à nous, mais sans qu'on n'y puisse rien faire à part le dénoncer comme une injustice, mais plutôt l'aborder bien comme un produit d'une lutte entre les classes, comme la citation
de Marx qu'Hortense rappelait le montre. Et nous, voilà, déjà le comprendre, déjà pour nous armer les gens autour de nous, et toujours réfléchir à comment stratégiquement renverser cette société, en fait. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut faire attention un peu aux solutions qu'on nous propose. Il y a les solutions... il y a une solution qu'on nous propose sans doute qui convainc une partie de notre camp, c'est qu'il faudrait un gouvernement de gauche, voilà, qui se soucierait enfin du bien-être de notre camp social, qui une fois élu depuis son palais réglerait les problèmes de l'inflation à coups de décrets, à coups de projets de loi. Pour lutter contre l'inflation, un peu dans cette optique, suffirait de désigner des responsables uniques qui abuseraient, puis de corriger le problème, quoi. C'est-à-dire, par exemple, c'était tout l'épisode, les actionnaires des monopoles qui courent derrière l'augmentation de leurs marges en profitant de la guerre, du Covid, etc., comme Total Energy qui fait des super profits, avec ce terme qui a été largement employé ces derniers mois, les industriels du secteur agroalimentaire, les distributeurs aussi. En parallèle, ce serait le gouvernement qui mène sa politique antisociale, par exemple, là, cet été, en supprimant le 1er août, le dernier bouclier tarifaire sur l'énergie qui a fait bondir le 1er août les coûts de l'énergie de 10%. C'est aussi les propriétaires qui profitent de la demande toujours très très importante, de plus en plus importante, pour augmenter les loyers et qui répercutent le coût de l'inflation sur les montants de loyer. Voilà, tout ça en fait c'est vrai, c'est sans doute une combinaison de tout ça et d'autres choses qui provoquent l'inflation qu'on connaît, mais en fait c'est le fonctionnement normal de cette société capitaliste, et a fortiori quand elle est en crise. Mais faire croire qu'on va pouvoir mettre fin à l'inflation en glissant un bulletin de vote, en ayant un gouvernement de gauche, en remplaçant des ministres qui seraient ouvertement favorables au marché, aux intérêts des plus riches par des ministres progressistes, c'est répandre d'énormes illusions en fait. En fait, on ne va pas supprimer l'inflation et toutes ses conséquences sans supprimer le régime capitaliste. Penser l'inverse, c'est défendre que c'est en utilisant les solutions existantes, notamment l'État, dont Hortense a rappelé à quel point il était au service des grandes entreprises notamment, qu'il serait possible de créer un rapport de force, voilà, en passant par les institutions existantes, face à la bourgeoisie aujourd'hui, cette bourgeoisie qui est partout déterminée à lâcher aucune miette et à rétablir ses bénéfices, ses marges et même à les augmenter. En fait, ce serait essayer de diminuer l'inflation en restant dans le cadre de cette société capitaliste, sans que notre camp social, sans que la classe ouvrière mette tout son poids dans la balance par sa mobilisation collective face à la bourgeoisie pour imposer ses revendications, ses intérêts historiques. Voilà, et ça reviendrait, ça nécessiterait en fait, in fine, de mener une politique austéritaire, voilà, des coupes dans les services publics, diminution de la masse salariale, des aides sociales, d'embaucher des précaires, de virer les statuts, de geler les salaires. Ça nécessite aussi un chômage de masse. Voilà, tous ces éléments, oui, ils permettent de modérer l'inflation en faisant payer la crise à la classe ouvrière, en diminuant les revenus réels qu'elle perçoit, et en parallèle en maintenant les marges des capitalistes, en augmentant les revenus réels qu'ils perçoivent. En France, par exemple, on connaissait plus une telle inflation depuis les années 80, où une politique fortement austéritaire, d'ailleurs portée par un gouvernement de gauche, avait réduit cette inflation au moment où le chômage de masse s'était aussi installé. Voilà, dans le cadre de cette société, caractérisée par l'appropriation privée des moyens de production, en pratique, le gouvernement ne contrôle pas réellement les prix et les marges que se taillent notamment les monopoles. Même face à un gouvernement de gauche institutionnel qui afficherait sa détermination pour limiter l'inflation et les marges, la bourgeoisie, avec son pouvoir économique et avec à sa disposition 1000 instruments pour restaurer ses profits, malgré une hausse des coûts de production comme on la connaît là, pourrait aussi maquiller ses bilans, faire remonter les prix malgré toutes les mesures légales de blocage. Là, cet été, c'est le ministre de l'économie qui avait promis que le prix de 5000 références en magasin n'augmenterait pas ou même baisserait. Voilà, il avait annoncé en fait un blocage des prix quoi, jusqu'à la fin de l'année. Finalement, notre cher ministre a été obligé de reconnaître que la pratique dite de shrinkflation, des produits au prix bloqué, voire baissé, il nous disait, parce que les quantités vendues dans les paquets ont diminué, tout simplement, faisant augmenter le prix au kilo ou au litre. Voilà, c'est dans la panoplie des outils dont disposent les grandes entreprises pour faire fi de ce que le gouvernement essaierait d'imposer depuis son palais. Comme exemple récent, on a aussi le gouvernement qui annonce une taxe sur les sociétés d'autoroutes. Dans la journée, le patron de Vinci répond par la presse
sans surprise qu'il allait répercuter le prix sur les automobilistes en s'appuyant sur le contrat qui avait été négocié, comme disait Hortense. Effectivement, c'est bien la bourgeoisie qui conserve le pouvoir économique en fait. Dans la même veine, hier, le patron de Total, il menaçait de mettre fin au plafonnement à 1,99 € du litre d'essence dans les stations du groupe. Si l'État maintenait sa bien maigre taxe sur les super profits, passée il y a quelques mois, qui venait prendre une partie des bénéfices pour les entreprises qui réalisaient des bénéfices largement records. Voilà, la discussion, elle sera l'occasion d'illustrer, je pense, par des exemples, que ce soit la Grèce ou au Chili, où l'inflation galopante a été une arme couramment utilisée par la bourgeoisie sous le gouvernement de l'unité populaire pour attaquer la classe ouvrière. Voilà, par ailleurs, un peu sur une autre tonalité, Hortense est revenu sur toutes les justifications qu'avancent les capitalistes pour justifier l'inflation, voilà, le Covid, la guerre, etc. On a même des représentants en fait, des capitalistes qui déclarent partout qu'ils luttent contre l'inflation. C'est sans doute vrai en partie en fait, parce que, bah oui, pour des propriétaires d'appart, le 1er juillet 2022, ils louent leur appartement à leur studio à 1000 balles. Un an plus tard, l'inflation a pris 15%. Bah oui, ils perdent de l'argent quoi, dans l'argent qu'ils volent, évidemment. De la même manière, l'inflation, c'est source d'instabilité, de conflits sociaux, etc. Mais la réalité, c'est que cette bourgeoisie ces capitalistes feignent largement cette lutte contre cette inflation. D'ailleurs, en nous disant qu'elle toucherait toutes les classes, toute la société uniformément, qu'on serait tous dans le même bateau, pour mener une toute autre lutte. Ils mènent une toute autre lutte. Ils se battent pour nous faire payer l'inflation. Que les fruits de l'inflation retombent dans leur poche, comme c'est le cas aujourd'hui pour Total et consorts. C'est bien cette lutte que notre camp doit aussi mener en fait. C'est la lutte pour la défense du pouvoir d'achat des travailleurs, de la jeunesse, contre les conséquences de l'inflation et de la vie de plus en plus chère. Et non se battre contre une inflation abstraite qui frapperait la société dans son ensemble. C'est bien une lutte politique, pas face à un phénomène économique abstrait suspendu en l'air. La bourgeoisie, elle continue sa guerre de classe par l'usage de l'inflation, comme on l'a dit, et on doit y répondre sur ce terrain, sur le terrain de la lutte des classes. L'inflation, c'est toujours un phénomène qui pose la question de la répartition des richesses produites entre le capital et le travail. C'est bien une lutte politique du capital contre le travail. L'inflation, c'est un des mécanismes par lesquels les capitalistes réduisent la part de richesse qui revient à notre camp social, aux travailleurs, et en fait affirmer le contraire, c'est tout simplement désarmer notre camp social, quoi. Et au contraire, lutter contre l'inflation abstraitement, en éludant toute sa dimension de guerre entre les classes, c'est in fine se ranger derrière les politiques d'austérité, les augmentations des taux d'intérêt, par exemple pour les crédits à la conso, et à la fin les gels de salaire, pour que les prix n'augmentent pas trop, quoi. C'est ça qu'on veut dire. Tout ça a une conséquence simple, notre camp social, en fait, il ne va pas esquiver la nécessité de se mobiliser pour imposer ses revendications, ses intérêts. C'est seulement par nos mobilisations qu'on pourra arracher l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'indexation des salaires sur l'inflation, et d'ailleurs l'extension de cette échelle aux pensions, aux aides sociales, etc. Cette échelle mobile des salaires, revendication qui s'est d'ailleurs largement popularisée dans nos luttes comme mesure d'urgence pour défendre nos revenus face à l'inflation. Aujourd'hui, où la quasi-totalité d'ailleurs des luttes pour l'augmentation des salaires sont en fait des luttes juste pour rattraper l'inflation. Plus largement, c'est seulement lorsque les travailleurs conscients prendront le contrôle de cette société, en contrôlant la production, en la planifiant, en contrôlant le transport et la distribution des stocks, toutes ces étapes où dans les sociétés capitalistes, ces capitalistes et notamment les spéculateurs ont aussi 1000 manières pour réaliser des profits de manière totalement parasitaire, ce qui est la source première de l'inflation. La revendication de la nationalisation, sans indemnité ni rachat, les grands trusts et intermédiaires financiers responsables de l'inflation et leur gestion sous contrôle ouvrier deviennent alors la réponse nécessaire d'urgence du mouvement ouvrier contre l'inflation dans son ensemble. Plus largement, on ne pourra pas esquiver la question en fait, de la révolution, tout simplement pour faire fin au pouvoir des patrons, à leur monopolisation du pouvoir économique. L'inflation pourra être définitivement supprimée que lorsqu'une révolution mettra fin à ce système capitaliste, lorsque les travailleurs détiendront tout le pouvoir politique et économique. C'est seulement lorsque les travailleurs seront au pouvoir qu'ils pourront saper définitivement les bases matérielles de l'inflation, plus largement de tous ces outils qu'ont les capitalistes pour faire payer les crises inévitables qu'engendre leur système à notre camp, à la classe ouvrière et notamment à ses couches les plus précarisées. Mais aujourd'hui, la lutte, elle est à l'ordre du jour. L'inflation, elle est mondiale. Comme on rappelait dans un audito, le patronat aussi.
voilà, le Kazakhstan, la révolte qui a embrasé le pays, trouvait sa source aussi dans une augmentation des prix de l'énergie, une hausse brutale du prix du carburant qui venait d'être libéralisée par le gouvernement. Révolte réprimée dans le sang d'ailleurs par l'armée russe, notamment à côté d'un gouvernement du Kazakhstan qui avait perdu tout contrôle sur la situation, les grèves et les manifs qui se généralisaient. On pourrait parler aussi de tous ces autres pays où il y a eu des fortes mobilisations qui ont émergé ces dernières années contre la vie chère, le Liban en 2019 sur l'instauration d'une taxe sur WhatsApp, ou au Chili la même année avec l'augmentation du ticket de métro. Voilà, plein d'autres pays. Depuis le 15 septembre, comme le rappelait Hortense aussi, des milliers d'ouvriers de l'automobile se sont mis en grève aux États-Unis contre ces profits insolents de ces patrons et de ces actionnaires de l'industrie et de la finance. Et alors que les salaires au même moment sont bouffés par l'inflation. Là, ils ont été rejoints à la fin de la semaine par 75 000 salariés de la santé qui se sont mis en grève sur ces conditions et sur les conditions de travail aussi, pour l'instant pour 3 jours. En France, le gouvernement agite et enchaîne les annonces. Est-ce que vous pouvez vendre le carburant à perte, SVP, les Total, multiplie les rendez-vous. Bruno Le Maire, il a un rendez-vous tous les 3 jours avec les distributeurs, avec les industriels de l'agroalimentaire. La prime contre l'inflation de quelques centaines d'euros annoncée aussi, à la place d'augmentation de salaire évidemment, même si c'est suivi en fait en réalité de très peu d'effets réels. Même au contraire, le gouvernement il a pris des décisions concrètes qui aggravent l'inflation. Voilà, la fin du bouclier tarifaire, Macron qui d'ailleurs nous parlait de surindexation comme tu disais du SMIC, et évidemment il s'oppose à toute indexation des salaires sur l'inflation. Mais ce qui est important, c'est que ça traduit une peur. Ça traduit une peur. Bruno Demande, d'ailleurs il y a un compte Twitter qui s'appelle Bruno Demande, vous pouvez suivre tous les 2 jours quand les demandes qu'il fait au patronat pour être gentil avec nous. Ça traduit une peur en fait. Moi je pense qu'il faut qu'on leur donne raison dans les mois qui viennent. Et voilà, et comme le disait Mariana tout à l'heure, c'est l'augmentation générale des salaires qu'il faut exiger. C'est l'échelle mobile des salaires en s'y prenant évidemment au profit. La journée de manif du 13 octobre prochain et de grève à l'appel des syndicats sera une première occasion de nous retrouver tous ensemble sur ce mot d'ordre, avec toutes les limites évidentes que les camarades ont citées. Ce n'est qu'un début. C'est une grève d'ensemble qu'il faut qu'on prépare pour faire céder le patronat. Au moins 400 € net d'augmentation pour toutes et tous, pas un salaire, pas une pension, ni aucune indemnité de chômage ou allocation inférieure à 2000 € net pour pouvoir vivre. Et enfin, le printemps dernier, en France, on a lutté tous ensemble pour une grande partie ici contre la réforme des retraites, plus largement depuis des mois et des mois dans les luttes pour l'augmentation des salaires, à Disney, à la Poste, partout ailleurs. Et on va continuer. Parce qu'au NPR, évidemment, on veut changer cette société. On est très attaché, pas juste à commenter le monde, la situation, la vie politique, etc., mais pas juste l'analyser, même si c'est fondamental, mais on veut changer le monde, le transformer. Évidemment, on a besoin d'une analyse du monde dans lequel on vit, mais surtout d'arrimer cette analyse à une stratégie révolutionnaire pour parvenir à changer cette société. On veut dire qu'il existe une alternative à cette société, qu'on peut la construire, c'est-à-dire une société sans exploitation, sans oppression, pas une société où une minorité de parasites, de bourgeois décide pour tout le monde de tout dans nos vies, jusqu'à comment le grand gâteau des richesses produites va être réparti, alors qu'évidemment ce sont les travailleurs qui créent l'intégralité des richesses, qui apportent tous les ingrédients utiles à ce gâteau. On veut une société communiste tout simplement, et pour ça il faut faire la révolution. Mais pourquoi on fait le choix de militer, de s'organiser dans un parti ? Parce qu'on pense que c'est possible déjà de faire la révolution, que la majorité de la population prenne le pouvoir économique, politique, décide de tout partout dans nos lieux d'études, de travail, dans nos quartiers. Et surtout, on pense qu'il y a urgence face à cette société où une minorité s'accapare toujours plus de richesses, utilise les pires instruments comme celui de l'inflation qui plonge dans des privations et dans la misère comme je le disais, le large pan de notre camp social. Il y a urgence à y mettre fin, il y a urgence à le transformer, on a besoin de chacun et chacune d'entre nous. Et on veut se donner les moyens de rien lâcher. On pense avoir montré ici, sur la question de l'inflation, en tout cas, qu'il n'existe pas de raccourci institutionnel. Il n'y aura pas de miracle qui va nous sauver. C'est pour ça qu'on s'organise dans nos lieux d'études, dans les entreprises, dans les quartiers, dans un parti révolutionnaire, parce qu'on ne peut pas éviter de devoir se confronter à ce système pour le transformer, d'esquiver la nécessité de mener une lutte de classe en conscience, comme le fait la bourgeoisie d'ailleurs, en utilisant l'inflation pour restaurer tous ses bénéfices. On ne peut pas esquiver la nécessité de faire la révolution et de dédier du temps à la construire.
camarades, je propose qu'on ouvre le débat. On a une